C'était déjà l'une de ses promesses de campagne. Donald Trump, le 47e président des États-Unis, qui n'a eu de cesse de menacer de relever les tarifs douaniers avec les Européens, avec les Canadiens, avec les Mexicains, avec les Chinois. Il est attendu aujourd'hui à Davos en Suisse. Il ne se rendra pas sur place. C'est une intervention qui se fera à distance en visioconférence. On verra si son discours rassurera les grands patrons réunis en ce moment même dans cette station suisse, ou bien au contraire, est-ce qu'ils avaient raison de s'inquiéter? En tous les cas, on va tenter d'y voir un petit peu plus clair avec notre invité. C'est vous, Maxime Darmé. Rebonjour. Bonjour. Et une nouvelle fois le bienvenu sur ce plateau. Il y a donc ces menaces formulées à plusieurs reprises par Donald Trump déjà quand il était en campagne. Est-ce que d'abord, selon vous, c'est du bluff et c'était une menace, c'était une promesse de campagne, ou est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Et ensuite, on va revenir dans le détail sur ce qu'il pourrait faire, alors justement. Alors effectivement, c'est difficile à dire si ce sont des menaces qui vont être mises à exécution. Parce que le candidat Trump, effectivement, a promis des hausses substantielles de droits de douane. Je peux quand même vous rappeler que si ces menaces étaient mises à exécution, ça voudrait dire que le droit de douane moyen, qui est actuellement à 2,7% aux États-Unis, donc en moyenne, un importateur, il paye 2,7% de taxes quand il importe un produit, en moyenne aux États-Unis. Si les promesses de Donald Trump étaient mises en œuvre, ce droit de douane moyen monterait au-delà de 20%. Ce qui serait le taux le plus élevé depuis les années 30. Donc ça vous laisse déjà imaginer l'ampleur du choc que cela voudrait dire. Alors dans son viseur, d'abord, il y a les deux voisins. On va y aller peut-être par étapes. Mexique et Canada. Et le Canada. Alors quel est la rhétorique de Donald Trump, effectivement, est dure et très forte contre ces deux pays, probablement pour extraire des concessions. Le but de Donald Trump, c'est de réduire les balances commerciales qui sont très fortement négatives au détriment des États-Unis. Donc le Canada et le Mexique ont des surplus commerciaux que Donald Trump souhaite réduire. Alors, c'est parce qu'ils sont en surplus. Exactement. Il souhaite lui leur porter un coup, si je vous souviens. Le but de Donald Trump, c'est de réduire les déficits commerciaux des États-Unis avec les principaux partenaires Mexique, Canada, États-Unis, Chine, et Europe. Le but aussi, bien sûr, en filigrane, c'est de rapatrier une partie de l'industrie au sein des États-Unis pour réindustrialiser le pays. Les États-Unis se sont beaucoup désindustrialisés au cours des 20 dernières années, un peu comme la France, un peu comme la Grande-Bretagne, donc ce n'est pas le seul pays dans ce cas-là. Donc ces droits de douane, le but en fait, c'est de protéger l'industrie américaine locale des importations mexicaines, canadiennes, chinoises, qui sont jugées, à tort ou à raison, profiter d'un avantage comparatif. Par exemple, les produits chinois se déversent actuellement sur les marchés européens et en partie américains en raison de bas coûts de production. Et aussi, il y a aussi en filigrane, il y a aussi la question des taux de change, puisque les taux de change varient beaucoup. Et quand les taux de change, notamment la monnaie chinoise, se déprécient face au dollar, ça donne un avantage comparatif également de plus aux Chinois. Donc Donald Trump veut arrêter tout ça. Il menace des droits de douane extrêmement élevés sur ses partenaires commerciaux, jusqu'à 25%. Si on va dans le concret, Mexique et Canada. Justement, si on va dans le concret, Maxime Darmé, sur quel produit, si on prend le Canada d'abord, sur quel produit? Alors le Canada exporte beaucoup de produits énergétiques aux États-Unis. Ça serait un petit peu, contre-productif si l'administration Trump commençait à taxer les produits énergétiques, parce que potentiellement, ça pourrait vouloir dire des hausses de coûts pour le consommateur et pour les entreprises. Donc c'est pour ça que ces menaces de Donald Trump... Elles ne sont pas sans conséquence pour les Américains. Elles ne sont pas sans conséquences. Elles seront sans doute pas totalement implémentées. Tout va dépendre des détails, des secteurs et des biens. Donc on peut penser que l'énergie peut-être sera épargnée, puisque ça sera un peu se tirer une balle dans le pied pour les États-Unis de taxer les importations d'énergie en provenance du Canada. Côté Mexique, alors là, côté Mexique, il y a un vrai sujet à propos de l'industrie automobile. Donald Trump est un grand fan de l'industrie automobile. Il a promis de rapatrier l'entièreté de la chaîne de valeur amont-aval au sein des États-Unis. Or, le Mexique exporte beaucoup de produits vers les États-Unis. Donc, Donald Trump aimerait rapatrier une partie, notamment tout ce qui est pièces détachées, puisque les États-Unis font beaucoup d'assemblage de voitures, mais ils importent énormément depuis le Mexique et le Canada aussi, de pièces détachées. Donc, Donald Trump aimerait bien rapatrier ses productions. Il y a aussi l'acier, qui rentre aussi dans la production de voitures. Donald Trump aimerait aussi rapatrier la production d'acier. Donc c'est vraiment une rhétorique très protectionniste. Les droits de douane sont là pour faire peur. Et ce serait à hauteur de combien? 25%? C'est un des chiffres. Alors c'était le chiffre qui a été avancé sur les deux voisins canadiens et mexicains. Alors il n'y a pas plus de détails. On ne sait pas si c'est 25% sur l'ensemble des biens. Actuellement, il faut savoir, les droits de douane entre les trois pays qui font partie d'une même zone de libre-échange, le USMCA,
sont grosso modo entre 0 et 2%, donc extrêmement faibles. Donc je vous laisse imaginer de passer entre des produits qui sont actuellement taxés entre 0 et 2%, monter à 25%. Ça a un impact considérable sur les 3 économies nord-américaines, ne serait-ce qu'en entraînant des perturbations importantes à la frontière, où les produits s'échangent de façon extrêmement répétée. Par exemple, dans l'industrie automobile, un exemple, les produits de l'industrie automobile circulent en moyenne jusqu'à 8 fois entre les Mexique et les États-Unis. Ils traversent la frontière jusqu'à 8 fois. Donc si vous commencez à taxer 25% les produits de l'industrie automobile, alors ils passent, ils repassent, personne n'imagine qu'ils seront taxés 25% à chaque fois. Donc c'est pour ça que on a un petit peu suspendu aux annonces et au type de biens qui vont être visés, mais probablement, en tout cas on peut l'espérer, ces 25% sont actuellement plus une menace que des actions vraiment concrètes. Alors justement, on verra donc s'ils bluffent ou si cette menace sera dans tous les cas mise à exécution. De l'autre côté, que peut faire, quelle riposte on peut espérer de la part du Canada ou du Mexique? Parce que le Premier ministre canadien, le sortant, le démissionnaire, a promis que la réciproque allait s'appliquer. C'est possible ça? Alors, il en a les moyens, le Canada? Le Canada et le Mexique, tout à fait, peuvent envisager des mesures de rétorsion. C'est-à-dire... par exemple, si les États-Unis annoncent que 100 milliards de biens sont taxés à 25%, eh bien, le Canada peut très bien faire la même chose. On prend 100 milliards de biens et on met le même droit de douane. C'est ce qu'on appelle une rétaliation, vraiment une pour une, si vous voulez. Donc pareil, les produits qui s'échangent entre ces 3 zones, ça reste à peu près les mêmes. Industrie automobile, produits énergétiques et produits agricoles. Acier également. Bois, le Canada aussi, il y a beaucoup d'échanges de bois. Donc ce que pourrait faire le Canada, c'est aussi taxer ce genre de produits, notamment les produits de l'industrie automobile. Mais encore une fois, aucun pays n'a intérêt à le faire, puisque les chaînes de valeur entre ces 3 économies sont extrêmement intégrées. Donc j'insiste sur le fait que les produits traversent maintes fois la frontière. À plusieurs reprises la frontière. Donc ça pourrait vraiment se retourner contre ces économies, y compris l'économie américaine des États-Unis. La relation commerciale avec la Chine, on y vient. On sait que la guerre est déclarée depuis un certain temps déjà. Là, la menace alors de la taxation varie de 10 à 60%. Là encore, on parle de quels produits potentiels? Alors on voit déjà que sur la Chine, c'est intéressant parce que le président Trump est déjà un petit peu revenu sur ses annonces. Donc pendant la campagne présidentielle, il avait annoncé ce fameux 60% de droits de douane sur les produits chinois. Le droit de douane actuel moyen sur les produits chinois qui viennent aux États-Unis est environ de 13 à 14%. Donc il avait promis de passer de 13-14% actuellement à 60%. Ce qui aurait été un choc monumental. Les États-Unis sont extrêmement dépendants des produits chinois. Vous ne pouvez pas taxer du jour au lendemain tout un tas de produits pour lesquels les Américains sont incapables de les produire. Pardon, mais il le fait toute conscience, selon vous? Là, j'ouvre une petite parenthèse. Alors, c'est difficile, on ne peut pas être dans la tête de Donald Trump. Non, le but, c'est vraiment... Quand il fait des déclarations comme celle-ci, c'est pour un coup de pression? C'est pour forcer les partenaires commerciaux à se mettre autour d'une table et de négocier des accords. Très clairement, le but de Donald Trump, c'est par exemple avec les Chinois, il va leur demander un petit peu ce qu'il avait fait pendant son premier mandat, d'importer davantage de produits américains, par exemple davantage de produits agricoles. Or, Donald Trump, il est très dépendant aussi de sa base, notamment républicaine dans ses États agricoles. Donc, ça peut être une sorte de concession que les autorités chinoises seraient prêtes à faire. Et revenir auprès de son électorat et dire, regardez, j'ai obtenu des concessions de la part des partenaires commerciaux. Les États-Unis sont forts, sont puissants, etc. etc. Et donc, si à l'inverse, la Chine n'est pas prête aux concessions ? Alors là, on peut clairement envisager le scénario du pire. C'est-à-dire, Donald Trump arrive avec ses droits de douane extrêmement élevés. Alors, je remarque, là, maintenant, il nous parle d'un droit de douane de 10%. On n'est plus aux 60%. Donc déjà, il a un petit peu... Il a un petit peu reculé sur certaines de ses promesses, ce qui vous montre à quel point... l'interconnexion des économies, notamment américaines et chinoises, à quel point les États-Unis sont dépendants des produits chinois pour les consommateurs. Parce que je vous rappelle que d'augmenter les droits de douane, bien évidemment, le premier effet que vous allez voir, c'est une hausse des prix. Les consommateurs ne seront pas contents, les industriels ne seront pas contents aussi, puisque vous importez tout un tas de biens intermédiaires que vous utilisez dans votre production et ensuite vous revendez. Donc ça va aussi se transmettre le long des chaînes de valeur.
Or, Donald Trump a été élu. L'inflation, si voilà, je sais bien Donald Trump a été élu sur une promesse notamment de baisser l'inflation. Les électeurs américains étaient furieux sur la forte inflation qu'ils ont eue pendant la présidence Biden et Harris. Donc, il a été notamment sur le plan économique élu sur cette rhétorique de réduire l'inflation. Donc, évidemment, à court terme, d'augmenter les droits de douane aussi massivement, eh bien, ça va un petit peu pousser encore une fois l'inflation à la hausse, ce qui risque de sérieusement compromettre la popularité du président Trump. Et pourtant, il a de bons chiffres à sa disposition. La croissance américaine, là, vous allez me corriger. Elle est solide. Elle est au moins de 3%. Elle est proche de 3% en 2024, effectivement. Donc, on se demande pourquoi de telles mesures. Encore une fois, le but, c'est vraiment de réindustrialiser les États-Unis. Donc les États-Unis sont dans une, si vous voulez, une guerre existentielle commerciale avec la Chine notamment, et ils veulent rapatrier un maximum de production, notamment de production stratégique. Les États-Unis ne veulent plus être dépendants des productions chinoises. Et peut-être européenne aussi. On y vient justement parce que les Européens attendent également aussi cette prise de parole de Donald Trump pour être fixée. Lui avait prévenu qu'il devrait taxer les produits importés de l'Union européenne à partir du 1er février. Là encore, on verra si c'est cette date qui reste en vigueur. L'Europe ne prend pas assez nos produits. C'est la déclaration du président américain qui a d'ailleurs eu ces mots. L'Union européenne est méchante avec nous. On va voir en tous les cas dans quelle mesure ici, en Europe, en France notamment, on s'inquiète. Et puis je vous fais réagir juste après. Dans les bureaux de cet important négociant en vin, lors de la dégustation, le patron de l'entreprise et les salariés ont en tête les propos peu rassurants de Donald Trump. L'Union européenne est très mauvaise envers nous. Ils nous traitent très mal. Donc ils sont bons pour des droits de douane. Ces droits de douane inquiètent ce dirigeant bordelais. Le marché américain représente 40% de son activité, alors une hausse des taxes lui coûterait cher. On est inquiet. Le risque, on l'estime au moins à une dizaine de millions d'euros. Et surtout à un arrêt des affaires pendant plusieurs mois. Alors que le marché américain, aujourd'hui, est peut-être celui qui résiste le mieux à cet environnement économique un peu dégradé. Autre secteur sous pression, l'aéronautique, l'agroalimentaire, le luxe. Au forum de Davos, rendez-vous des plus grands chefs d'entreprise de la planète. L'ombre de Donald Trump plane. Mais les dirigeants se veulent confiants, comme Valériane Giez, qui exporte aux États-Unis des ordinateurs surpuissants. Ils veulent absolument nos ordinateurs quantiques, ils devront payer les droits de douane. Ça sera la faute de leur président. Mais en tout cas, nous continuerons de travailler avec les Américains, c'est sûr. Pression sur l'Europe, mais aussi sur la Chine. Ce qui pourrait, par ricochet, toucher aussi les intérêts français, selon cet économiste. Si les produits chinois n'ont plus accès au marché américain, ils vont revenir sur le marché européen et le marché français a fortiori. Et par voie de conséquence, ils vont venir concurrencer encore plus fort les produits européens et français. Après son élection haut la main, Donald Trump semble bien prêt à rejouer la guerre commerciale initiée lors de son premier mandat. Est-ce que les Européens sont déjà dépassés, Maxime Darmé ? Alors, l'Union européenne a une politique commerciale unique. Donc face aux droits de douane américains qui arrivent, peut-être le 1er février, si on comprend bien, date en tout cas avancée. Les Européens, vous savez, c'est toute une machine bureaucratique à mettre en place. C'est-à-dire il faut qu'ils s'entendent, les 27, ils ont une politique commerciale unique, et donc, quelles mesures de rétorsion ? L'Europe ne peut pas se permettre de laisser les Américains augmenter massivement les droits de douane sans réagir. Donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est encore une fois les types de produits qui vont être menacés, ou en tout cas qui vont subir des hausses de droits de douane. Ce serait quoi, le luxe, alors, par clairement, exemple, l'agroalimentaire ? le premier secteur, encore une fois, qui va être impacté, je pense, c'est l'automobile. On l'a dit, on l'a vu avec récemment les déclarations du président Trump. Donc il y a vraiment un déficit commercial très important des États-Unis vis-à-vis de l'Union européenne, notamment parce que les Allemands exportent beaucoup de voitures vers les États-Unis, mais l'Union européenne, globalement, exporte peu. Et le président Trump pense que cet état de fait doit changer. Donc, ils vont vraiment taxer les automobiles, les produits agricoles. Donc là, c'est plus les Français qui seront impactés. On peut aussi parler des produits chimiques, pharmaceutiques, les machines-outils. Donc tout un volet, un plan de produits industriels serait impacté effectivement par la hausse des droits de douane. Eh ben, on va justement voir dans quelle mesure on se prépare en France, parce que chaque État européen semble en tout cas s'y préparer de manière individuelle. On va écouter Laurent Saint-Martin qui promettait des mesures de rétorsion si cette menace était mise à exécution. On va l'écouter et on en reparle.
qu'il y aurait des mesures de rétorsion, c'est-à-dire que l'Europe doit réagir. L'Europe, en tout cas, ne doit pas se laisser faire, ça c'est très clair, et c'est la voie que porte la France. Et s'il y avait des mesures de ce type-là, il faudrait que l'Europe soit en capacité, sur un certain nombre de produits et de services, de répondre. Et d'ailleurs, on l'a déjà fait sur le premier mandat de Donald Trump, et il le sait. Voilà donc pour ces déclarations du ministre français chargé du commerce extérieur. Mais dans le même temps, on a l'impression que les 27 ne parlent pas d'une même voix. Il y a le cas français, il y a le cas allemand. Italien aussi. Italien notamment. Ouais. Est-ce que cette union, elle va tenir? Certains prônent le pragmatisme, comme par exemple la commissaire Ursula von der Leyen, qui a déjà les yeux tournés vers la Chine ou vers l'Inde. Alors, effectivement, ils vont devoir se mettre d'accord. Alors, un premier risque, c'est que les États-Unis commencent à viser des biens dans certains pays de l'Union européenne, mais pas d'autres. Par exemple, il y a une certaine connivence idéologique entre l'Italie de Giorgia Meloni et les États-Unis de Donald Trump. Donc on peut très bien imaginer que l'Italie serait épargnée par les droits de douane. Que ferait alors l'Union européenne ? Donc ça pose vraiment des problèmes de coordination, je pense, au sein des pays, et le président Trump pourra peut-être jouer là-dessus, sur la division des Européens. Je touche à l'Allemagne, je touche à la France, mais je ne touche pas à l'Italie. Comment les Européens vont-ils réagir ? Est-ce que l'Italie va rester dans son coin, ou est-ce que les Allemands, les Français vont réussir à convaincre l'Italie aussi de prendre des mesures de rétorsion? Donc ça serait intéressant à suivre. En tout cas, elle était la seule européenne à être à l'investiture de Trump. Ça, on a l'impression que le ton est déjà donné. C'est pour ça qu'on peut, on peut peut-être, pourquoi pas s'attendre à l'Italie qui serait pourquoi pas épargnée, ou la Hongrie. La Hongrie. Et est-ce qu'il pourrait, dans le même temps, ces États européens, s'il y a un deal B2B avec les États-Unis, peuvent être aussi sanctionnés? Alors, l'accord dont la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, a évoqué il y a quelques semaines ou quelques mois, c'était effectivement d'importer davantage de produits énergétiques, davantage de gaz et de pétrole des États-Unis. Ça pourrait être un deal qu'on pourrait très clairement envisager, c'est-à-dire que les États-Unis ne mettent pas de droits de douane si les Européens s'engagent à acheter davantage de produits énergétiques, pétrole et gaz. Ce qui serait d'ailleurs le bienvenu, puisque maintenant que l'Europe est à peu près complètement sevrée du gaz russe, on aurait potentiellement plus d'importations énergétiques qui seraient les bienvenues. Mais ça veut dire les acheter sur un seul et même marché commun ? Oui, exactement. Ouais. L'Europe se met ensemble et achète à un prix unique, à un prix commun, du gaz américain. Et d'ailleurs, c'est ce que Donald Trump souhaiterait. Sur la Chine, Donald Trump souhaiterait exporter plus de produits agricoles. Donc, vous voyez, encore une fois, ces droits de douane, ces menaces de droits de douane, le but ultime, c'est de permettre aux États-Unis de plus exporter, de négocier avec les partenaires, avec un bras de fer certain, pour que ceux-ci importent plus de produits agricoles, de produits énergétiques, qui sont des secteurs dans lesquels les États-Unis sont très forts. Donc ça, c'est le moyen le plus efficace, le plus rapide de réduire un petit peu les déficits commerciaux entre toutes ces zones. Et quelle lecture vous faites quand j'évoquais à l'instant la commissaire européenne qui se dit donc prête à se tourner vers Pékin ou vers l'Inde où elle doit se rendre prochainement? Ça peut couper aussi l'herbe sous le pied du président américain ou pas du tout? On peut dans tous les cas pas complètement se passer du commerce. C'est difficile à dire, puisque le risque de cette approche, si vous voulez, c'est que l'Union européenne se trouve un petit peu submergée par les produits chinois. Puisque les barrières commerciales ne cessent d'augmenter contre les produits chinois au sein des États-Unis, les Chinois doivent trouver d'autres sources de débouchés. C'est une machine à exporter formidable, la Chine. Et quand vous fermez le marché américain, qui est la première économie mondiale, vous devez trouver des débouchés ailleurs. Et c'est pas évident. Et l'Europe ne peut pas l'absorber. L'Union européenne ne peut pas tout absorber. Ou si elle l'absorbe, ça se fera au détriment, je le crains, et on commence à le voir, de l'industrie européenne locale. Actuellement, l'industrie européenne se porte très mal, y compris en France. Une des raisons étant que les Chinois déversent un certain nombre de produits sur le marché européen à bas coût. L'Europe a beaucoup moins de barrières douanières que les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Donc se rapprocher de la Chine, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais il faudrait négocier aussi, c'est-à-dire pas à n'importe quel prix. Tout en protégeant aussi certains secteurs. Il faut trouver des accords, c'est-à-dire l'Union européenne devrait peut-être adopter une approche un peu plus pragmatique qui est la Chine doit importer aussi plus de produits européens, puisqu'elle ne le fait pas assez. La Chine est en train de monter en puissance sur à peu près tous les secteurs industriels. Donc c'est très difficile, si vous voulez, de réduire les déséquilibres commerciaux pour l'Union européenne, pour les États-Unis. Donc le seul moyen que les États-Unis ont trouvé,
et on peut d'une certaine façon le comprendre et l'entendre, c'est de mettre des droits de douane ou des quotas ou tout un tas de barrières commerciales. L'Union européenne a commencé à le faire sur les véhicules électriques l'année dernière. Ils ont augmenté assez fortement les droits de douane. Mais il y a des quotas sur l'acier, on l'oublie, qui arrivent à expiration l'année prochaine. Donc là, il y a beaucoup d'industriels dans l'acier en Europe qui craignent beaucoup un déferlement de ces produits l'année prochaine, quand les quotas se terminent. Donc, si vous voulez, le problème un petit peu avec l'Union européenne, c'est qu'il y a des mots, ok, on veut se rapprocher de l'Inde, de la Chine, mais concrètement, comment fait-on pour protéger notre industrie ? Il y a vraiment une réticence des Européens à aller trop loin dans le protectionnisme, si vous voulez. C'est un petit peu un numéro d'équilibriste. L'Union européenne reste globalement, de façon idéologique, très orientée sur le libre-échange. Ça, on l'observe à chaque fois que la Commission européenne. Ça peut poser problème, et l'approche plus pragmatique, peut-être, pourrait porter ses fruits de façon à avoir en tout cas des résultats beaucoup plus probants. Merci Maxime Darmé, vous restez avec nous. On va filer à Davos justement parce que c'est là aussi qu'il y a ces temps forts cet après-midi. On va retrouver l'envoyé spécial de France 24, Tarek Kaye. Bonjour à vous Tarek. Alors il a été beaucoup question, on vient de le dire, des inquiétudes liées à cette annonce et cette volonté de Donald Trump de revoir les tarifs douaniers, de les augmenter. Mais Davos, Tarek, c'est aussi la présence d'organisations internationales qui essaient de développer la relation avec le secteur privé, à l'image notamment de l'UNICEF. Tout à fait. Les organisations internationales sont présentes en grand nombre ici à Davos, comme vous l'avez dit, pour essayer de nouer des partenariats avec le secteur privé ou d'essayer de le sensibiliser à leur cause. Et c'est le cas donc de l'UNICEF. Le monde d'aujourd'hui, avec tous ces bouleversements qu'il connaît, entre les conflits armés, l'instabilité économique, les catastrophes naturelles, ce sont autant de crises qui menacent la vie de l'enfant et de son développement. Et d'où ces chiffres dont parle l'UNICEF, qui parle de besoins historiquement élevés en 2025. L'UNICEF qui parle donc de 213 millions d'enfants dans près de 150 pays qui auront besoin d'aide cette année. 1 milliard d'enfants, donc la moitié des enfants dans le monde, vivent dans des pays qui sont fortement exposés au changement climatique. Et donc d'où cet appel lancé par l'UNICEF qui a été adressé au secteur privé pour prendre des mesures et des actions concrètes. J'avais à ce sujet interviewé un peu plus tôt Carla Haddad Mardini, qui est directrice des collectes de fonds et des partenariats à l'UNICEF. Et je vous propose d'écouter cet extrait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'UNICEF a vu le secteur privé changer d'approche et vraiment on appelle ça les plaques tectoniques qui ont eu lieu juste après la pandémie et en lien avec la guerre en Ukraine, où le secteur privé, les compagnies se sont elles-mêmes avancées pour nous demander comment est-ce que nous pouvons aider. Donc il y a eu un changement à ce niveau-là, mais ce changement ne se matérialise pas pour toutes les crises et pour tous les contextes. Donc nous avons aujourd'hui des pays complètement négligés, oubliés, des crises humanitaires qui passent sous le radar et nous pensons à l'UNICEF que le rôle que les secteurs privés peuvent jouer est essentiel, mais au-delà juste du financement et des donations. La cause de l'UNICEF a été portée par de nombreuses personnalités, dont David Beckham, donc l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, qui était ici même à Davos au lancement de cette 55e édition et qui avait prononcé un discours assez marquant où il avait pris la défense et il avait souligné l'importance de préserver la vie des enfants et de les aider. Merci beaucoup Tarek. Tarek, un envoyé spécial de France 24 à Davos qu'on retrouvera tout au long de cet après-midi. Et puis merci à vous Maxime Darmé de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure d'infos. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Paris Direct.